Bienvenue pour cette nouvelle session de la communauté d'apprentissage évaluée au second degré. Nous accueillons ce soir Monsieur Christian Philibert qui appartient au laboratoire Graines Monde. Alors j'ai oublié l'acronyme, mais je peux vous dire qu'il s'agit de neurosciences pour l'éducation. Et je laisserai Monsieur Philibert peut-être tout de suite se présenter après avoir rappelé en quelques diapositives le chemin que nous sommes en train de parcourir. Pour l'instant, donc, nous en sommes aujourd'hui à notre troisième session. La première session avait consisté à poser finalement des bases et des principes directeurs, quand on est à la mission laïque française, c'est-à-dire avec un certain projet pédagogique, des valeurs fortes de l'association. Qu'est-ce que ça veut dire d'évaluer dans ce cadre-là? Quand on est en 2020 avec la crise sanitaire, les outils numériques utilisés très fortement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a de nouveau les notes au lycée en cycle terminal, les notes de l'année qui vont être aussi des notes certificatives et donc sommatives, comment on se débrouille avec tout ça? Et l'objectif, c'était finalement d'abord de se mettre d'accord et de se rendre compte que les valeurs, on les partage. Quand j'avais demandé vos mots-clés sur l'évaluation, finalement, on se rend compte que vous êtes des personnes qui êtes déjà en chemin sur l'évolution d'un certain nombre de pratiques, que ce qui importe pour vous, c'est effectivement de pouvoir construire ces apprentissages-là, de pouvoir faire en sorte que pour les élèves, les apprentissages aient vraiment du sens, qu'ils s'y impliquent, que ce soit constructif, que ce soit bienveillant. J'aime bien aussi le mot célébration qui arrive très fortement et ça, c'est des habitudes. C'est là où on voit l'interculturel, on voit les habitudes, par exemple, américaines qui viennent peut-être nous donner aussi des pistes. Donc, on en était là. Et puis, dans la deuxième session, on avait essayé de commencer à voir comment se constituer en communauté apprenante et commencer à poser des idées d'expérimentation ou de tests. Alors, par exemple, j'ai recopié ce que Raymonde avait proposé, mais je ne crois pas qu'elle soit là. Elle proposait de partager des documents. Et bonsoir Delphine, je Ben suis voilà, là. vous êtes là, Raymond. Ben super. Si vous voulez dire en une phrase ou deux ou trois ce que vous vouliez faire. Ça, c'est une possibilité pour aider les élèves. Avant de faire un devoir noté, comme on l'appelle, on donne une formation, un devoir formatif, on le corrige, on fait des groupes pour s'entraider, pour voir qui n'a pas compris tel point, tel autre point. Même les élèves peuvent s'entraider pour apprendre, pour dépasser leurs difficultés. Et puis après, on fait une sommative. Oui. Et à mon idée, ça aide énormément les élèves. Et je demande toujours aux élèves de me dire à peu près combien ils peuvent avoir. Et si c'est juste, je leur mets un point en plus. Oui. Je veux qu'ils aient confiance dans ce qu'ils écrivent. Et ça, ce que vous dites, on va en reparler justement aujourd'hui certainement et les prochaines fois aussi sur ce que vous êtes en train de nous dire effectivement. On va aussi reparler de ce que proposait cette personne sur peut-être une utilisation d'outils, mais pas aujourd'hui et pas la séance suivante. Et puis ensuite, d'autres choses étaient pointées. Par exemple, un dialogue avait commencé à se faire entre Sarah et Clélia. Alors, il faut que vous fassiez attention à vos micros. Voilà. Ah, salut Joël, comment vas-tu? Regarde, je t'ai pas encore répondu. Là, ça y est, j'ai réussi à désactiver le micro. C'est vraiment une communauté qui échange fortement. Donc, Clélia et Sarah qu'on va retrouver aussi sur Flipgrid et puis Frédéric qui avait répondu dans le forum. Alors, vous voyez, pour l'instant, on est en train, la mayonnaise est en train de se lancer, de prendre et de commencer à prendre des habitudes d'échange, d'explorer les outils et de poser les grandes questions finalement pour que ça nous serve de matière à travailler. Et puis donc, on parlait de Flipgrid à l'instant. Alors là, c'est la fameuse vidéo à laquelle vous avez répondu, la vidéo de l'élève à laquelle vous avez répondu, Sarah et Clélia. Et moi, j'avais proposé justement dans ma propre vidéo une espèce de petit résumé
de la conférence de l'université de TELUC. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller regarder, mais c'est vrai que ça nous fait encore une fois des ressources qui vont nous donner matière à réflexion. Et puis, dans le Padlet, j'ai ajouté un certain nombre aussi de documents, à la fois pour être des documents de pilotage au sens où si on a besoin d'affirmer que telle pratique évaluative doit absolument évoluer. C'est pas juste une lubie de notre part, mais ça vient même de l'institution, ça vient de l'inspection générale, ça vient du ministère, etc. On a des textes qui commencent vraiment maintenant à poser fortement la question de l'utilisation de la note, mais surtout de l'utilisation d'une moyenne comme étant quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Et ça, c'est assez nouveau. Dans le Padlet aussi, je vous ai proposé des liens vers des conférences, par exemple la fameuse de TELUC sur l'évaluation à distance, une vidéo qui avait intéressé l'un d'entre vous sur les balises d'erreur, les balises de remédiation, pardon, etc. Donc en fait là, c'est toujours le début de notre communauté, on amasse, on réfléchit, on confronte nos idées. Et donc les 2 premières sessions ont surtout consisté à faire ce qu'on est encore en train de faire, c'est-à-dire poser des bases, poser des pistes d'échange entre nous, des objectifs communs. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Monsieur Philibert, et c'est pour ça que je vais un peu vite parce que je veux lui donner rapidement la parole, qui va nous éclairer avec des éléments de la recherche sur sur notamment la question de l'évaluation, de la notation, et je le laisserai en parler tout de suite. Et puis, en décembre, on accueillera donc une autre experte qui participe, qui est prof de maths, qui intervient dans les cahiers pédagogiques. C'est donc une revue professionnelle dont on est partenaire à la MLF, qui interviendra sur la question à proprement parler des compétences, de l'enseignement par compétences, de l'évaluation des compétences par compétences, etc. Et puis après, ce que nous ferons dans la partie de l'année 2021, on se lancera dans des expérimentations avec des points visio, peut-être plus pratiques, peut-être plus des points d'étape, pour à la fin de l'année réussir à voir ce qu'on a réussi à faire. Et du coup, Monsieur Philibert, c'est le moment où je vais vous laisser la parole, ou là je le laisse. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser que sort le 30 novembre le nouveau parcours sur le forum pédagogique qui est cette fois-ci, c'est le 3e, et qui est consacré aux rétroactions et au feedback. Et évidemment, c'est un parcours que je ne peux que vous inciter à aller consulter, faire, parcourir, parce que c'est dans nos sujets et c'est proprement formatif. Donc, je disais, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite la parole à Monsieur Philibert. Peut-être que je vais arrêter de partager mon écran. Je crois que vous avez l'intention de partager un diaporama. Oui, alors, absolument. normalement, est-ce que... Oui, normalement, vous... Moi, j'ai partagé l'écran. Oui, là, vous avez moyen de partager l'écran. C'est au milieu, écran Voilà. partagé. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on le voit. Et donc, pour les participants, en fait, la présentation, je vous laisse le dire après tout. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. C'est peu de dire que je m'en réjouis. Non, mais écoutez, bonsoir bonsoir à tout le monde. En même temps, au fur et à mesure que je vous écoutais, je me disais, qu'est-ce que je vais apporter à des gens qui sont déjà pratiquement très loin dans leur réflexion, et peut-être simplement mettre davantage la lumière sur la question de l'évaluation formative, ça c'est évident, et de donner quelques points de repère, peut-être justement à partir et ce sera mon entrée, à partir de la question des neurosciences et des questions liées à l'apprentissage. Donc, on avait pensé avec Delphine, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut faire, c'est que je vous ai procédé, j'ai mis évaluation, 3 repères, c'est peut-être de prendre 3 temps et au besoin de s'arrêter entre le premier et le deuxième, et pareil entre le deuxième et le troisième, pour qu'il puisse y avoir échange, questions, etc., en essayant malgré tout d'avoir le temps pour aller jusqu'au bout
mais ça me paraît très important dans un groupe de travail, surtout qui s'élabore comme une communauté, de ne pas être juste dans un moment de réception, mais aussi de possibilités de réaction par rapport à tout ça. Me présenter, oui, mais on va le faire très vite. Juste, souvent, je dis en gros trois choses. D'abord, c'est un métier d'enseignant que je connais bien, puisque j'ai été moi-même enseignant pendant une vingtaine d'années à peu près, en collège et lycée, dans une grosse structure, il y avait 3000 élèves, voilà. Et puis, après, en fait, on pourrait séparer ce que j'ai appelé les 2 autres temps, mais ça a toujours été de la formation, mais j'ai fait de la formation en faisant le choix d'être dans la formation continue. J'ai fait très peu de formation initiale, et d'autre part, d'aller sur le terrain, c'est-à-dire que de travailler directement avec les équipes à l'intérieur des établissements scolaires, donc avec une nécessité de s'adapter en permanence par rapport à ça. Donc c'était plutôt moins un rôle de formateur, j'allais dire, que d'accompagnateur pédagogique, voilà, d'accompagnateur de projet. Et puis le dernier temps, et je suis là-dedans, c'était de me rendre compte que beaucoup de gens allaient dans le mur à propos de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire que les gens cherchaient des choses en termes de différenciation. Par exemple, dans l'organisation du temps, on va faire des temps plus courts, plus longs, on va changer les récréations, on va mettre les tables autrement, etc. Mais qui ne concernaient pas vraiment le cœur du dispositif, qui était la question de l'apprentissage. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir me former un peu au Canada. J'étais parti voir, notamment au Québec et en Ontario, comment les gens opéraient, parce que j'avais l'impression que d'autres systèmes étaient meilleurs que nous en termes de différenciation. Et donc, c'est de là que je suis rentré peu à peu dans la question des sciences cognitives, et qu'effectivement, j'appartiens au Grain de Monde depuis le départ, depuis sa fondation. Grain de Monde qui veut dire groupe de recherche en neurosciences et éducation, voilà, par rapport à tout à l'heure. Alors, c'est quoi ces 3 repères? Ce que je propose, c'est un premier repère qui serait, est-ce qu'on peut y voir clair dans la notion d'évaluation par rapport à la notion d'apprentissage? C'est-à-dire, c'est une entrée dans les neurosciences. Après, un deuxième temps, mais qui découle de ça, qui est de regarder un peu, alors j'allais dire même au scalpel, ce qui serait l'évaluation formative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on entende là-dessus pour pouvoir la réussir et qu'elle puisse déboucher. Tout à l'heure, c'était intéressant d'ailleurs dans le témoignage qui était donné de quelqu'un qui était dans des étapes d'évaluation formative pour terminer par une évaluation sommative. Mais en fait, c'est en amont, le cœur même de l'apprentissage se joue dans l'évaluation formative. Et puis, j'allais dire une troisième partie, mais qui est plutôt une conclusion sur, du coup, qu'est-ce qu'on a à se dire à propos des notes? Voilà. Donc, allons-y. Premier repère, qui est la question, au fond, est-ce qu'on peut y voir clair dans ce que c'est que l'évaluation? Donc, j'ai pris un exemple qui est de dire si on imaginait une course de voilier par étapes autour du monde. Alors, c'est vrai que j'habite Angers, pas trop loin du départ voilà, de certaines courses. Eh bien, à la fin de... Donc, on va imaginer une course par étapes autour du monde, d'accord? Et donc, à chaque étape, le soir, le temps de parcours des bateaux est noté pour chaque bateau. Et au fur et à mesure, effectivement, de chacune des étapes, on cumule le temps. Donc, le premier jour, il a mis 2 jours et 37 minutes, le deuxième jour, etc. Et évidemment, le vainqueur, c'est celui qui a mis le moins de temps possible pour faire le tour du monde. Mais par ailleurs, à chaque étape, tous les soirs, les équipages se réunissent et eux, ils font l'objectif de comment ça s'est passé dans la journée. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qui nous a manqué, etc. Et à partir de là, et c'est très important, c'est-à-dire à la fois il y a une relecture de ce qui s'est joué dans la journée, et en même temps, il y a un regard sur le lendemain, c'est-à-dire comment on va penser la stratégie pour l'étape suivante. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans le cumul,
Ils sont au contraire dans étape par étape, est-ce qu'on peut prendre des choses. C'est-à-dire qu'au fond, dans cette course autour du monde, dans l'étape numéro 1 qui va mener, par exemple, ici, les gens de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, quand on va arriver en Guadeloupe, il va y avoir les organisateurs qui vont pointer pour pouvoir classer à la fin de la dernière étape entre le Cap et Saint-Malo, au retour, le vainqueur est classé après les gens du premier au dernier. Par contre, ce qui intéresse chaque équipage lorsqu'il arrive à Saint-Malo ou après à Papeete et quand il arrive à Tahiti, c'est au fond comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles ont été nos difficultés, comment penser la stratégie. Donc, ces deux temps-là, ben, vous avez bien compris, le 1, c'est ce qu'on va appeler les évaluations sommatives, c'est-à-dire on cumule des temps et on additionne et on fait une moyenne, voilà. Alors que l'évaluation formative, c'est le 2, c'est-à-dire ce sont les équipes qui font le point et qui, au fur et à mesure du temps, repèrent l'acquisition de compétences nouvelles, comment je me débrouille quand il n'y a pas de vent, trop de vent, etc., sont capables, alors j'allais dire comme dans une sorte de portfolio, de noter ce qu'ils sont en train d'acquérir et à partir de là, eh bien, de se projeter dans les étapes suivantes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et donc, l'évaluation formative, c'est une étape, c'est une démarche qui se construit et se conçoit par étapes. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi distinguer si fortement sommatif-formatif, puisque là, je caricature un peu ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est absolument obligé de les distinguer pour la bonne raison que la posture de l'élève n'est pas la même. J'ai beaucoup aimé ce petit dessin que j'avais trouvé et qui est lié à des documents du ministère de l'Ontario, où quand je suis du côté de l'évaluation formative, ce qui est important, c'est l'élève est symboliquement dans le dessin devant l'enseignant et ce qui compte, c'est de regarder la démarche en fonction de celui qui apprend et pas de celui qui enseigne. Celui qui enseigne recueille des éléments à partir de celui qui apprend. Mais l'idée, c'est comment on suit les progrès, comment on propose quelque chose, comment on revient tout à l'heure, vous parliez de rétroaction, de feedback, peu importe le nom qu'on va lui donner, c'est extrêmement important. Alors que de l'autre côté, on est plutôt en fin d'apprentissage. Cette fois-ci, c'est l'enseignant qui prend le dessus, qui note, qui évalue, qui sort au bout du compte un bulletin et non pas, comme de l'autre côté, un portfolio. Alors en fait, est-ce qu'on peut faire un petit détour du côté justement d'un regard plutôt scientifique, j'allais dire, sur l'apprentissage. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous ont appris les sciences cognitives, où on parle de neurosciences, c'est de quitter un regard qui était expérimental et intuitif sur l'apprentissage pour rentrer dans un regard scientifique qui est, j'allais dire, qui émane de recherche et qu'on suit tous les jours parce qu'en fait, on en apprend tous les jours. Alors, bien sûr, on ne va pas faire un cours de neurosciences, on va plutôt regarder simplement au bout du compte qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui de l'apprentissage. Et du coup, c'est parce qu'on comprend tout ça de l'apprentissage qu'il faut qu'on pense l'évaluation à partir de ça. Ce n'est pas l'évaluation qu'il faut qu'on pense d'abord. C'est d'abord comment se déroule l'apprentissage et en quoi, j'allais dire, dans un système un peu complexe, l'évaluation va prendre sa place. Mais elle prend la place dans une démarche. L'école est faite pas pour que les profs mettent des notes, mais pour que les élèves réussissent. Et donc, si vous voulez, on pourrait garder on pourrait résumer à deux très grandes découvertes. C'est que à la naissance, parce que beaucoup de gens, même comme parents, on se dit, bah, quand même, j'ai un môme et ce petit tout né là, ou cette petite fille, eh bien, elle met, je ne sais pas combien de temps, 10 mois, 15 mois, quelquefois plus pour réussir à marcher, encore plus pour manger toute seule, encore plus pour parler, etc. Donc, l'idée, c'est qu'au fond, dans ce cerveau, il n'y a pas grand-chose
et qu'il va falloir qu'on le remplisse peu à peu. Et en fait, ça, c'est une erreur totale, c'est-à-dire qu'à la naissance, un bébé possède des compétences qui sont absolument incroyables. Donc, ce n'est pas du tout un cahier vierge sur lequel on va remplir des pages. C'est-à-dire qu'il dispose de deux choses à la naissance, ce qu'on appelle des préconceptions, c'est-à-dire, si vous voulez, une part de connaissance, et d'autre part, un programme pour traiter de l'information. Donc, je reviens là-dessus. Voilà mon schéma. À gauche, ce que j'appelle un cerveau occupé, c'est-à-dire au fur et à mesure, c'est la question de Darwin, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire de l'humanité, le cerveau des humains a évolué et il possède un certain nombre de connaissances dès la naissance qui sont déjà là. Donc on va prendre quelques exemples, parce que, au fond, l'humanité, depuis des centaines et des milliers d'années, a évolué par rapport à ça. Et puis d'un autre côté, alors je l'oppose, mais vous comprenez bien que tout ça est lié, mais je l'oppose pour qu'on puisse comprendre ce que j'appelle structuré, c'est qu'il dispose d'un système algorithmique, et on va y revenir parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on copie le système algorithmique du cerveau. Sauf qu'on est encore loin de pouvoir copier, je pourrais prendre un exemple, la puissance du cerveau par rapport aux algorithmes. Qu'est-ce que j'appelle, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'un bébé semble connaître déjà dès le départ? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de lui apprendre? Eh bien, on n'a pas besoin de lui apprendre à voir ou à entendre, bien sûr, mais pour aller plus loin, là je prends des exemples, un bébé, dès le départ, il sait cartographier le monde extérieur. C'est-à-dire, ce qu'on a compris, c'est que dans notre cerveau, dans votre cerveau, à chacune et à chacun d'entre vous, il y a une capacité à cartographier. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, dans votre tête, le plan de votre appartement. Même quand vous êtes, par exemple, à l'école et que quelqu'un vous téléphone, votre conjoint ou un enfant, en disant « Dis donc, où est-ce que tu as mis tel truc à la maison ?» Eh bien, vous lui dites « Oui, mais regarde voir sur mon bureau à droite, tu vas trouver, il y a une pile, etc. » C'est-à-dire qu'en permanence, on cartographie dans nos placards, voilà, dans la ville. Alors après, on voit bien, c'est notre quartier, puis c'est toute une ville, c'est tout un pays, où on a une idée de tel endroit, ben c'est plutôt au nord ou plutôt au sud, etc. Donc, on a des milliers et des milliers de cartes qui se sont constituées. On a un GPS intérieur qui est d'une puissance absolument incroyable et qui fait que quand on sort de chez soi, on sait où il y a sa boîte aux lettres, le boulanger, etc. Ça va? Tout ça, on ne l'apprend pas. Les bébés ont ça dès le départ. Et puis, ce qu'ils ont aussi, et qui est très important, c'est qu'ils ont une capacité déjà dès le départ à distinguer les objets qui sont soumis aux lois de la physique. C'est pour ça qu'un petit bébé peut passer 25 fois, alors ça vous gonfle complètement, mais à jeter sa cuillère du haut de sa chaise, c'est tout simplement, il est en train, non pas de vous agacer comme vous pensez, mais c'est un petit Newton que vous avez pondu et qui est en train de vérifier la loi de la gravitation. Alors peut-être ça vous fait marrer ce que je dis, mais on l'a scientifiquement vérifié. C'est-à-dire, il a une idée des lois de la physique. Et puis par ailleurs, il distingue très bien ces objets du monde au contraire des personnes qui, elles, sont soumises aux lois de la psychologie, c'est-à-dire que papa et maman, ils ont des humeurs, ils sourient, ils n'arrivent pas tous les jours de la même façon, et puis voilà, ils ont des intentions, ils me disent non, ça tu peux pas faire, enfin, etc. Donc tout ça, un bébé, on ne lui apprend pas, il possède ces éléments-là dès le départ. Donc il est capable voilà, de tout un tas de possibilités que j'ai essayé de reproduire là. Il est capable, par exemple, d'apprendre toutes les langues du monde, et s'il a la chance d'avoir des parents bilingues, enfin je veux dire d'avoir une langue maternelle et une langue paternelle, si les deux font effort de toujours le parler dans sa langue, eh bien il va parler plus tard les deux langues sans aucun accent, ça c'est très important. On peut apprendre une langue toute sa vie, mais on n'aura jamais ou très rarement parfaitement l'accent. Il faut que ce soit une langue maternelle ou une langue paternelle.
eh bien ça, un bébé le possède et cette plasticité cérébrale va, hélas, pour nous, peu à peu se refermer, mais pour devenir plus compétent, etc. Et puis, vous voyez, par exemple, j'ai mis, il a la reconnaissance des visages, et c'est quelque chose que nous, comme enseignants, on connaît bien, c'est-à-dire que, alors qu'on peut avoir, je ne sais pas, 30, 40, 50 élèves, dans le second degré, c'est même beaucoup plus pour des profs d'art plastique, eh bien, on ne connaît pas toujours les prénoms, mais très vite, par exemple, à la fin, un mois après la rentrée, on est capable, en croisant les élèves dans les couloirs, même s'il y a 2000 élèves, de savoir si tel élève ou tel autre, il fait partie de nos élèves ou pas. Alors, quelquefois, on se dit, purée, est-ce qu'il s'appelle Sébastien, ou, etc. Mais on a cette reconnaissance des visages. Et donc, c'est une machine qui est extrêmement puissante. Alors, vous avez vu que cette reconnaissance des visages, elle peut être quelquefois culturelle, hein, c'est-à-dire que je dis en riant que j'ai pas de mal à reconnaître, même on s'amuse, hein, je vois bien les gens en Europe, alors je parle en européen ou en français, quand on dit par exemple, oh là là, c'est un Allemand ou c'est un Espagnol, ou oh là là, c'est une Suédoise qui est en train de débarquer, c'est-à-dire que non seulement on reconnaît les visages, mais on a une idée de peut-être de quelle région ils viendront, alors que quand on voit arriver un quart de Japonais, on se dit ben, comment ils se reconnaissent, ils sont tous pareils. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre capacité à reconnaître des visages qu'on avait quand on était bébé, qu'on a gardé, eh bien, peu à peu, elle devient encore plus fine, on devient des experts de la reconnaissance des visages, mais marqués par notre propre culture. Et il nous faudra du temps. Alors, si on habite au Japon, au bout d'un mois, ben là, du coup, par contre, notre cerveau sera habitué et sera capable de très vite traduire d'autres choses. Alors, je laisse 30 secondes sur cette question de reconnaissance des visages, à peine, quand tout à l'heure je disais entre intelligence artificielle et intelligence humaine, un petit bébé à qui, enfin un petit garçon, une petite fille, j'allais dire, à qui on montre, je ne sais pas, admettons, 2 papillons, eh bien, pour toute sa vie, il saura reconnaître des papillons. Peut-être que le jour où il verra une libellule, il reposera la question, mais pour lui, le concept de papillon, avec 2 papillons seulement ou 3 papillons, il sera capable de l'intégrer. Alors que vous voyez bien comme moi qu'en intelligence artificielle, par exemple pour les voitures, quand on fabrique des voitures, aujourd'hui ça existe, hein, tel ça fabrique des voitures sans conducteur, eh bien il faut des milliers et des milliers et des milliers d'images pour que l'ordinateur reconnaisse des piétons. Et c'est intéressant parce que les premières études, par exemple, ont été faites avec des reconnaissances de visage de personnes qui étaient de couleur blanche. Et donc, la première voiture automatique qui, sur un passage clouté, s'est trouvée devant quelqu'un qui était de couleur, eh bien, il l'a illico flingué aussi vite, pour la bonne raison que pour lui, un noir, ce n'était pas un piéton. Voilà. Et donc, c'est très important de se rendre compte de la puissance de notre propre cerveau. Par contre, quand je parle de tout ça, je suis en train de parler de ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire toutes ces images qu'on intègre au fur et à mesure, eh bien, ce sont des images qui viennent, j'allais dire, compléter et s'associer dans une logique qui va peu à peu créer un monde et conceptualiser. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Si on prend, pour comprendre ce que c'est que les algorithmes de notre cerveau, on va prendre celui d'un téléphone portable, d'accord ? Donc, cette jeune fille-là, elle est en train d'envoyer un SMS. Et sur le SMS, elle met « je suis avec », d'accord ? Si, dans son téléphone portable, elle a l'habitude d'envoyer des messages à maman, etc., eh bien, son téléphone portable, vous l'avez vu, parce que vous, tous les jours, c'est ce que vous faites, il vous propose comme mots les mots que vous utilisez d'habitude. Si par contre, donc il va mettre Laura, maman, etc. Si par contre, effectivement, elle met « je suis avec Chloé », cette fois-ci, l'algorithme va intégrer, surtout si elle envoie plusieurs fois le nom de Chloé, il va entrer dans l'intelligence artificielle le nom de Chloé. Et la prochaine fois, quand elle va mettre « je suis avec »,
Il y aura les propositions Laura, maman, Inès et Jules, mais il y aura en plus Chloé. Et donc, dans le cerveau du bébé, ça marche de cette même façon-là, c'est-à-dire qu'il formule peu à peu des hypothèses et en fonction des expériences qu'il va vivre, il va intégrer ces modèles-là. Et donc, quand un enfant, ce n'est pas les expériences les plus extraordinaires qui vont compter dans sa vie, c'est les expériences qui auront lieu le plus souvent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? C'est que notre cerveau compile des statistiques, c'est ce qu'on appelle le cerveau bayésien, hein, voilà. Notre cerveau, c'est un statisticien, c'est-à-dire, il compile des statistiques. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Par exemple, le matin, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est que maman ou papa rentre, avec souvent la fréquence. Est-ce que c'est maman qui rentre le plus souvent ou papa? Elle ouvre les volets, elle vient vers le berceau, elle me dit bonjour, etc. Eh bien, ça, le cerveau le compile et il va se créer un monde intérieur dans lequel il va repérer les régularités. Et c'est précisément, vous voyez, j'ai mis à droite, le cerveau va imaginer des règles de fonctionnement à partir de ces régularités. Et donc, si, par exemple, je me rends compte qu'on fabrique les noms à partir des verbes, c'est-à-dire si le verbe capturer donne le mot capture, eh bien, ça veut dire qu'un enfant, on voit bien, hein, regardez les petits quand ils parlent, ils vont dire, par exemple, est-ce que je peux peinturer? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ce n'est pas du tout une faute, c'est parce qu'ils ont intégré une règle qui est, si le mot capture donne capturer, le mot peinture donne peinturer. D'accord? Et après, ça va continuer. J'ai mis, par exemple, je les mange, qu'on connaît bien. Si j'ai intégré que devant les, je dois mettre le mot après au pluriel, si je mets je les mange, eh bien, je mets un S à mange parce que c'est le mot qui est le plus près. Et donc, il faut qu'on comprenne que les connaissances et les algorithmes vont organiser le monde intérieur. Et ce monde intérieur, parce que jusque-là, on pensait que, si vous voulez, les informations que nous traitions, notre cerveau les intégrait comme s'il les rentrait peu à peu, comme s'il y avait une forme d'implémentation peu à peu. En fait, pas du tout. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il classe, il catégorise, et donc, c'est lui qui va projeter au contraire sur le monde. Notre cerveau projette sur le monde. L'exemple que je prends souvent, c'est ce qu'on appelle un cerveau prédictif. Et notre cerveau, si vous voulez, part avant et non pas réagit après. Et donc, quand un élève vous écoute en classe, en fait, son cerveau anticipe déjà sur ce que vous allez dire. Quand je veux donner cet exemple-là, je donne un exemple très simple, et vous pouvez faire l'expérience demain si vous voulez en classe. On imagine par exemple quelqu'un qui met la main, il n'est pas encore rentré dans la salle des profs, il met la main sur la poignée de la porte. Hein. Eh bien, si à l'intérieur de la salle des profs, tout le monde a décidé que quand il allait rentrer, on allait par exemple lui faire la gueule, eh bien, vous allez voir la tête du prof, c'est-à-dire il va immédiatement dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans notre cerveau, avant de rentrer, notre cerveau sait ce qu'il doit trouver derrière. Qu'est-ce qu'il doit trouver derrière? Des enseignants qui vont lui dire bonjour, des enseignants qui sont plongés dans leur copie, des enseignants qui boivent un café dans un coin, etc. Ça, c'est ce qui doit, son cerveau, avant d'entrer, est déjà dans la prédiction de ce qu'il doit trouver. Si jamais, alors c'est ce que j'ai mis, si jamais il y a une erreur, le cas de, si justement tout le monde lui fait la gueule, quelle va être la réaction? C'est, qu'est-ce qui vous arrive? C'est-à-dire qu'il y a un message dans notre cerveau, ça déclenche, j'ai mis une espèce de petite alerte, ça déclenche une alerte entre ce que j'avais prévu et ce qui arrive. D'accord? Et s'il y a écart entre ce que j'avais prévu et ce qui arrive, c'est la seule condition pour qu'il y ait apprentissage.
c'est le décalage entre ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau, ce que j'ai construit, le monde que je me suis construit à l'intérieur de moi, et ce qui se passe. Et tout apprentissage est un écart entre ce qui était prévu et ce qui va arriver. Mais du coup, voyez bien la question du temps, c'est que ça va demander un temps nécessaire à la réorganisation de ce que j'ai appris. C'est dommage que je n'ai pas le temps de développer, mais très vite, si je vais aller à une vitesse de la lumière, mais si vous prenez par exemple la question des accords, eh bien, je me rends compte que dans une phrase, le verbe dépend du sujet. C'est-à-dire, si le sujet est pluriel, je dois mettre le verbe au pluriel. Quand je passe à l'accord du participe passé avec être, par exemple, elle est allée, je dois mettre EE parce que le sujet est féminin, donc le verbe est au féminin, mais le participe passé aussi. Mais voyez que dès que je vais arriver au verbe avoir, là on va me dire non, non, mais ce n'est plus le sujet qui commande. Le problème n'est pas la nouvelle règle, ça s'accorde avec le COD placé avant. Non, non. Ce qui est compliqué, c'est que ça m'oblige à désapprendre, c'est-à-dire à remettre en cause l'organisation qui était la mienne, qui était que c'était le sujet qui commandait à la fois à l'auxiliaire et au participe passé. Et donc, vous imaginez quand on arrive aux verbes pronominaux et que là, il entend l'enseignant qui lui dit « tu as l'auxiliaire être et tu dois prendre la règle d'avoir ». Eh bien, il n'y a pas un seul élève qui est capable d'un coup d'enregistrer tout ça. C'est-à-dire, il lui faut du temps. D'où une évaluation formative qui se fait forcément par étapes. C'est-à-dire, je ne peux pas... apprendre, c'est désapprendre, c'est remettre en cause pour la bonne raison que apprendre, comme le dit Dehaene, c'est construire au sein de son cerveau un nouveau modèle du monde. C'est-à-dire, je suis obligé de remettre en cause ce que j'avais imaginé jusque-là. Donc voilà, on pourrait rester à cette première étape-là, sachant que la deuxième étape va être justement qu'est-ce qu'il faut qu'on construise pour que l'évaluation permette l'apprentissage. D'où l'importance de l'évaluation, évidemment, formative. Est-ce que certaines veulent réagir parmi vous? Peut-être pendant que... Oui, ce que vous venez de développer là, effectivement, ça rejoint ce que, par exemple, la prof de physique dont je vous ai envoyé le lien dit dans sa vidéo. J'aime bien, elle a une phrase comme ça où elle dit, si vous voulez, finalement, si vous voulez que vos élèves n'apprennent que quand ils font des erreurs. Et si vos élèves ne font pas d'erreurs et qu'ils n'apprennent pas de ces erreurs-là, vous ne faites pas votre boulot, en fait. Et c'est finalement construire des situations où les élèves vont pouvoir revenir sur ce qui a un peu bousculé leur organisation interne, effectivement. Ça, et alors, je ne veux pas monopoliser la parole, hein, je veux juste réagir pour laisser le temps aux personnes de prendre le micro si elles le souhaitent. N'hésitez pas à intervenir. Moi, je voulais revenir sur le tout début aussi, sur la course de voilier, quand vous disiez que les équipes prennent des notes sur ce qu'elles sont en train d'acquérir. Et là, c'est par exemple exactement ce qu'on conseille de faire aux élèves de terminale pour le grand oral, c'est-à-dire prendre des notes sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que cet oral, il est éminemment réflexif et et c'est ça qui est un peu nouveau et déstabilisant aussi pour les enseignants. C'est-à-dire que finalement, c'est un oral qui ne va pas tant rendre compte de connaissances acquises et structurées figées, mais qui va rendre compte de ce travail d'appropriation, d'organisation, etc. Donc, ce que vous venez de développer donne du grain à moudre finalement à ça aussi. Tout à fait. Mais du coup, on pourrait imaginer que les élèves et les enseignants qui vont être dans les jurys après, chacun d'eux ait un carnet de bord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des oraux blancs, j'allais dire, enfin, d'entraînement, ce serait très important que les enseignants eux-mêmes notent des choses et au lieu de les garder entre eux, les confrontent avec les portfolios des élèves. C'est-à-dire qu'est-ce que les élèves apprennent peu à peu, qu'est-ce qu'eux, ils apprennent et comment échanger, s'enrichir mutuellement autour de cette question-là, bien sûr.
Ouais, super, je le note. Bah, peut-être qu'on peut continuer si vraiment personne ne On souhaite continue sur réagir. l'évaluation formative. C'est passionnant, merci. Alors, elle est vraiment conçue par étapes. Donc, deuxième point de repère, donc l'évaluation formative. Alors, j'ai essayé de créer des tout petits pôles, et je suppose que puisque c'est enregistré, vous pourrez récupérer le montage, parce que ça va peut-être aller un tout petit peu trop vite, mais en même temps, c'est important que je vais prendre un certain nombre de points, il y en a 7 ou 8, etc. Donc, le point de départ, c'est de changer le rapport avec l'erreur, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il n'est pas question qu'il y ait de stigmatisation, parce que se tromper, c'est apprendre, véritablement, ça ne peut pas être autrement, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un ses erreurs. Quand je mets pas de répétition, ça veut dire que, à part des cas où on cherche à automatiser une tâche, on pourrait prendre l'exemple de table de multiplication, etc., ça ne sert à rien de recommencer 25 fois, etc. Par contre, ce qui est important, c'est de chercher à comprendre, c'est une question d'éclairage, et puis d'analyser les erreurs. Alors, je renvoie à Jean-Pierre Astolfi. Alors, moi, je n'ai pas... Voilà, je dégage un peu. J'ai cherché à comprendre avec l'élève, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette erreur. Ça, c'est extrêmement important de remonter sur la généalogie. Alors, on ne peut pas toujours le faire, pas tout le temps avec les élèves, mais on sait, on a toute une année, que c'est un travail à faire. Alors, à propos de la typologie des erreurs, je rappelle les travaux de Jean-Pierre Astolfi, parce que ce n'est pas la peine de recommencer, la grille existe toute faite, donc on ne va pas refaire le monde. Mais revenons, allons sur des choses un peu plus importantes. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est de moduler le temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, enfin, si vous voulez, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont des enfants, mais de toute façon, vous voyez aussi ces élèves, mais quand on a eu ces enfants ou quand on voit les gens autour de nous, il n'y a pas un seul enfant qui a marché au même âge. C'est-à-dire, si on demandait à vous tous, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes derrière l'écran, à quel âge avez-vous marché? Personne n'a marché au même âge. D'accord? Il y en a qui ont marché à 10 mois, à 12 mois, à 15 mois, à 20 mois, etc. Aujourd'hui, on s'en fiche complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde marche. Et donc, les étapes qu'on doit franchir et le temps qu'on doit mettre pour franchir les étapes ne peuvent pas être de la même façon. Or, on est dans un système éducatif qui fonctionne, contrairement à tout ça, comme les boîtes à œufs. C'est-à-dire, c'est la date de ponte qui compte. Tous les mômes pondus la même année, on les met dans la même classe et ils doivent tous aller à la même vitesse. Alors ça, il n'y a pas un prof de PS qui rentre là-dedans. Enfin, c'est comme s'il disait, je mets la corde à 1,10 m et tout le monde doit passer. Alors, effectivement, tout le monde passe, mais un certain nombre passe en dessous, d'accord, de la barre, pas au-dessus de la barre. Or, on a tendance à penser que les évaluations, il faut les faire au même rythme à tout le monde au même moment. Mais purée de purée, personne d'entre vous ne va à la même vitesse. Et donc, il faut qu'on accepte. Ce qui est important, c'est que l'élève maîtrise la connaissance et pas qu'il soit capable de la maîtriser dans le même temps. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des épreuves. OK, mais il n'est pas en terminale. Tous les élèves ne sont pas en terminale. La deuxième chose, c'est d'éviter la surcharge cognitive. C'est-à-dire, faites l'expérience avec des élèves, par exemple, de collège, ou même de cycle 2, hein. Vous dites, par exemple, prenez votre cartable, ouvrez votre cartable, sortez votre cahier de telle discipline, ouvrez-le à la page, etc. Prenez votre livre, ouvrez-le à la page 24, faites le numéro 12. Vous allez voir ce qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est-à-dire que notre cerveau est incapable d'enregistrer un nombre de consignes qui est trop important. Et donc, il faut soit avoir quelque chose d'écrit pour que les élèves puissent se reporter, soit prendre le temps. Parce que les consignes vont permettre la réussite ou pas. Et puis, donner des échéances qui évitent à la fois le stress et la procrastination. C'est-à-dire,
Si ça doit aller trop vite, je gère du stress. Si par contre on dit quand vous aurez le temps, non pas quand vous aurez le temps, on met des deadlines. Mais ces deadlines, il faut que chaque enfant qu'il soit capable de les respecter. Alors j'ai mis, mais ça c'est une question de neurosciences, je rappelle que la notion de l'acquisition du temps se construit relativement tardivement dans l'enfance. Par exemple, souvent vous voyez des frises en collège où on dit, je ne sais pas quoi, prof d'histoire qui dit, vous voyez bien que le Moyen-Âge qui dure du 5e au 15e siècle, jusqu'à la Renaissance, c'est un temps qui est plus long que le temps qui nous sépare, nous, de la Renaissance. Ça, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de sens pour 80% des élèves de 6e. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de représentation du temps. Donc ça, c'est important qu'on s'en rende compte aussi. C'est-à-dire, on dit, la preuve, c'est toute une éducation qu'on commence souvent dès le cycle 1, quand on commence à dire, voilà ce qu'on va faire dans la journée. Quand les maîtresses font ça, elles ont absolument raison, c'est-à-dire qu'elles construisent peu à peu une représentation du temps. D'ailleurs, vous avez plein d'enfants en maternelle qui disent à la maîtresse, toi, est-ce que tu étais là quand il y avait des dinosaures? Okay, ce n'est pas qu'il vous considère comme vieille, c'est qu'il n'a pas de représentation du temps. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, quand je disais dans notre cerveau, ça demande de rebousculer nos connaissances, il faut laisser du temps pour la réorganisation des connaissances. Et au besoin, prendre du temps pour cette réorganisation des connaissances. Troisième élément, proposer des supports qui soient de nature différente. C'est-à-dire, j'ai pris un exemple, on dit aux enfants, vous avez lu un livre, rendez compte de votre lecture. Pour rendre compte d'une lecture, alors même, je ne sais pas quoi, vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry et on vous dit, est-ce que tu pourrais me dire, voilà. Ce n'est pas forcément une fiche de lecture. Ça peut être un tableau à double entrée dans lequel je mets par exemple tous les personnages. Donc si, je ne sais pas quoi, je parlais du Petit Prince, j'aurais l'allumeur de réverbère, le roi, etc., le serpent. Et puis pour chacun, dans la colonne de droite, ses caractéristiques, ce que j'en pense, est-ce que ça m'a touché, est-ce que ça m'a ému, à quoi ça me fait penser. Parce que la troisième colonne peut aller très loin. Ça peut être par exemple sur des inférences. À quel autre personnage je pourrais on voit bien, parce que là, je suis passé au niveau du lycée. En lycée, par exemple, je peux avoir des personnages dans Madame de Bovary, je peux les mettre, et puis le pharmacien Homais, là, par exemple, dans la case inférence, à quel autre personnage ça me fait penser, ou pourquoi est-ce que Flaubert, etc., etc. Ça peut être un tableau à double entrée, ça peut être un sketch note, ça peut être des BD, ça peut être des schémas, ça peut être des organigrammes. C'est-à-dire permettre aux enfants d'entrer, d'évaluer leur travail sous des formes qui sont des formes différentes et qui leur conviennent. Et chacune ou chacun d'entre vous, vous ne prenez pas des notes de la même façon. Il y a des gens qui prennent des notes sous forme de schéma, sous forme de sketch note, et d'autres au contraire sous forme de puces, voilà, ou de textes rédigés, ou de paragraphes. Différencier les aides qu'on apporte aux élèves. C'est-à-dire qu'on peut donner la même épreuve à tout le monde, mais comme ils sont de niveaux différents, il y a certains qui ont droit à des fiches qu'ils peuvent consulter. Donc, ils ont besoin de plus de temps, et donc, eux, ils ont droit à des fiches. Voilà. Mais je vais les noter pareil, mais ils auront des aides parce qu'ils ont besoin de se reporter. Donc, par exemple, ils auront droit d'aller chercher dans le dictionnaire parce qu'ils ont des difficultés en orthographe. Ils auront plus de temps parce qu'ils sont dyslexiques. Ils auront droit d'utiliser, etc., etc. On peut leur indiquer des sites ou fournir des liens numériques, c'est-à-dire aller à tel endroit. Par exemple, même c'est le cas de votre groupe où il y a un Padlet dans lequel vous pouvez, dans ce Padlet, j'ai vu qu'il y a des textes, il y a des liens, il y a des vidéos, etc. Voilà. Proposer des supports qui les aident, par exemple, selon le type de travaux, à imaginer, à réfléchir, à créer, à aller plus loin. S'assurer qu'ils maîtrisent tous le vocabulaire des consignes. Et puis,
aller apporter une aide personnelle. C'est-à-dire, il y a des élèves qui ont besoin, pour être assurés, qu'on s'assoie à côté d'eux, qu'on vienne vérifier avec eux, est-ce que tu as bien compris? Vous avez ce que j'appelle aussi des aides. Je voyais l'autre jour un enseignant, il donne par exemple des exercices de maths, il va donner par exemple 4 exercices, les élèves doivent les faire, mais pendant 10 minutes, les élèves sont par 4, ils lisent les exercices et ils essayent de s'expliquer comment ils vont commencer. Mais ils n'ont que 10 minutes, donc il faut qu'ils aillent très vite pour se dire est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on nous demande. Et après, chacun fait seul et sera noté seul. Mais il y a d'abord eu un temps de coopération entre eux pour voir comment ils allaient s'y prendre pour réaliser la tâche. Proposer d'autres formes d'évaluation, et notamment tout ce qui est auto-évaluation et des formes d'évaluation entre pairs ou de co-évaluation. Je ne sais pas comment vous les appelez. L'évaluation, ce n'est pas toujours tout seul. Ça peut être seul, mais ça peut être aussi une forme d'auto-évaluation pour lui-même. Tout à l'heure, dans ma course de voilier, c'est moi qui, à la fin, me fais mon livret de bord, c'est-à-dire où est-ce que j'ai été bon, pas bon, qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Après, je peux me confronter avec les autres ou le compléter dans un temps de co-évaluation. Clarifier les critères de réussite. Ça, c'est très important. J'ai pris l'exemple d'une recette. Quand on demande à des gens, vous ouvrez des livres de recettes, vous avez des recettes où il y a la page entière, et puis il y a des recettes où sur la page d'à côté, il y a une photo de ce que ça donne à la fin. Mon gâteau à droite, là, mon produit fini. Eh bien, c'est extrêmement important quand on questionne les gens, ils vous disent je fais beaucoup plus facilement des recettes quand j'ai une photo qui montre que ça donne au bout. Eh bien, si on prend cet exemple, prenons des exemples d'élèves de lycée à qui on leur dit voilà comment on fait un commentaire composé. Sauf qu'ils ont une recette, on leur dit voilà comment on doit s'y prendre, mais ils n'ont pas l'idée de ce que ça donne à la fin quand c'est réussi. Alors qu'au contraire, on devrait commencer par mettre les élèves par 4, photocopier des copies d'élèves où il y a eu... alors évidemment, il faut les retaper, mais l'enseignant retape, ça peut être une rédaction, ça peut être un devoir, ça peut être tout ce que vous voulez, mais je prends des copies où il y a eu, par exemple, 8, 12 et 15, et puis des annales corrigées, voilà, pour un commentaire composé. Je photocopie tout ça, je mets les élèves, ils ont toute une heure pour regarder toutes ces photocopies et essayer de ressortir les critères de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est un commentaire, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans pour que ce soit réussi, à quoi je dois aboutir. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on ira après sur les étapes pour y arriver. Et si possible, comme je l'ai montré, pas que sous forme écrite, sous forme aussi peut-être de petits schémas ou de sketch notes. Et enfin, prendre le temps de la métacognition. Alors, j'étais content tout à l'heure quand j'ai vu que vous alliez... Alors, c'est ce que vous avez appelé feedback. Donc, ici, je l'ai décomposé un peu, c'est-à-dire il faut qu'on puisse revenir sur ce qui est de l'ordre de la planification, c'est-à-dire comment je dois m'y prendre, la question du contrôle, c'est-à-dire ce que je viens de dire tout à l'heure, à quoi je dois arriver, c'est-à-dire, à votre avis, quand on va arriver au bout, qu'est-ce que ça va donner? Et donc amener les élèves dans une pensée hypothético-déductive. Et puis, par exemple, on peut imaginer des profs de SVT ou de physique-chimie qui font faire des expériences aux élèves. Donc, à votre avis, à quel type de résultat on va arriver? Et puis de la régulation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos skippers, c'est-à-dire je revois ma stratégie. Et cette stratégie, ça peut être par exemple d'abord tout seul, puis confronté en groupe, puis de nouveau tout seul. Et là, le tout seul, c'est remplir son propre portfolio, par exemple, ou une fiche d'auto-évaluation. Et qu'est-ce que c'est que la métacognition? Eh bien, c'est aider. Quel est mon rôle d'enseignant? Et vous voyez, j'ai pris un exemple justement aussi
il n'y a pas que nous, hein, à travers le monde. J'ai tapé voilà, métacognition, et vous voyez, c'est à peu près les mêmes questions, celles qu'on peut trouver dans des manuels en France. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Où est-ce que je vais trouver des ressources? Est-ce que je suis capable de faire mieux la prochaine fois, etc. Et vous voyez que dans ce qui est écrit en anglais, eh ben, on trouve exactement la même chose. C'était sur Internet, voilà, c'était dans un Edu Portfolio, où il y a, ben, vous voyez que ce sont à peu près les mêmes questions qu'on va trouver. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelais mon deuxième repère, c'est-à-dire tous les éléments qu'on a intérêt à avoir en nous pour penser une évaluation formative qui soit une évaluation formative qui prenne en compte un certain nombre de paramètres. Et donc on voit bien, mon troisième repère c'était qu'est-ce qu'on doit penser des notes. Donc je ne sais pas, je vois l'heure tourner, excusez-moi d'ailleurs de prendre un peu de temps, mais... Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on prend d'autres questions? Oui, s'il y a des questions, on peut les prendre. Je ne crois pas qu'il y ait de choses dans le chat. En tout cas, tout ce que vous venez d'expliquer là pose les fondations de tout ce qu'on va faire ensuite et de ce qu'on est déjà en train de faire. Construire l'apprentissage, enfin construire ce qu'on propose aux élèves à partir effectivement de ce qui est demandé ensuite, ça c'est vraiment hyper important et va nourrir les pratiques. Je ne sais pas si certaines d'entre vous font déjà ça, par exemple de prendre des annales ou des sujets de bac ou des sujets de brevet et de faire construire aux élèves justement ces critères. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? Oui, oui, dans les classes du lycée notamment. Oui. On veut, par exemple, on part de commentaires rédigés complets. Oui. Et on leur demande vraiment de le décortiquer, d'en trouver les différentes parties. Et puis, ça les aide à se faire une représentation de ce travail mental. Et puis, oui, mais le problème, c'est que à distance, il y a des difficultés qui se posent, notamment pour les mettre en groupe, pour les faire réagir, vraiment pour apporter l'aide. Vous venez de parler de l'aide que l'on peut apporter, qui est différenciée, notamment pour être à côté de certains élèves qui ont besoin de temps, d'aide, qui sont dyslexiques, mais à distance, vraiment, c'est pas évident. Et puis, je pense que les élèves ont aussi du mal à s'adapter un peu au départ à ce contexte-là. Ah oui, voilà. C'est évident, parce qu'il est stressant. Par contre, je voyais, puis la MLF a proposé, par exemple, l'apport de Thierry Carsanti sur des questions justement de distanciation. Il est évident que puis c'est une des chances, par exemple, avec Zoom, c'est de pouvoir créer des petits groupes. Je pense que l'entraide, telle que vous le dites là, elle ne peut pas se faire à 30 pour moi. C'est-à-dire, il faudrait qu'on imagine que les élèves entre eux, c'est tout le travail de la confiance hein, d'ailleurs, c'est-à-dire se mettre par petits paquets de 4, 5, pas plus, et puis reprennent justement peut-être le travail du groupe, et en se disant, parce que ce qu'on vient d'évoquer là, c'est ce qu'on appelle des critères de réussite, d'accord? Mais il y a ce qu'on appelle aussi des critères de réalisation. Les critères de réalisation, c'est par exemple de partir, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire il y a 5 élèves du lycée, alors admettons avec vous pour comme un peu jouer la règle du jeu. Et on met à l'écran où on a envoyé avant une partie du travail d'un de vos élèves. Et là,
chaque élève regarde ce texte produit par l'élève, ou ce qu'il a produit, la production de leur copain, et il propose non pas de le corriger, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? C'est-à-dire la question qu'on pose, c'est, vous êtes devant, par exemple, l'introduction, tout à l'heure vous parliez, je ne sais plus, de commentaires. Donc voilà, les élèves ont rédigé l'introduction. Donc on va prendre une introduction fabriquée par l'un d'entre vous, vous avez eu le temps de la lire, et on propose qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer cette introduction. Et là, les élèves répondent, mais en termes de critères. C'est-à-dire quelqu'un dit, il manque des éléments. Dans une introduction, il faudrait des éléments. Donc, il manque des éléments. OK. Il faudrait que ça se termine par une question, normalement. Donc, où est la question? Ou comment? Ou elle n'est pas bien formulée? Ou, voilà. Il faudrait enrichir le vocabulaire. C'est de l'oral, mais pas de l'écrit. Donc, voilà. Et donc, on va dire top, on va prendre ces 3 critères-là, et pas le groupe, mais l'élève va partir des critères proposés par les autres. Alors, vous validez ça, évidemment, hein. Vous validez ou vous invalidez en disant non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, ou je suis d'accord, ça c'est mon rôle d'enseignant. Et l'élève, alors, doit, dans les 2 jours qui suivent, par exemple, hein, on disait on donne une échéance, il doit réécrire son introduction en fonction des 3 critères qu'on lui a donnés. Il n'essaye pas, parce que souvent on dit non, non, mais ton introduction n'est pas bonne, refais-la. Mais on ne sait pas ce qu'on doit refaire. Alors que les critères de réalisation, je me dis, je prends ces 3 critères-là et du coup, j'améliore. Et là, ça donne à l'enseignant, puisqu'on peut revenir sur la question des notes, là, du coup, je peux noter. Je peux noter en disant, tu avais fait une première production qui n'était pas terrible, on t'a donné 3 critères, est-ce que tu as su les mettre en œuvre ou pas? Si tu as su les mettre en œuvre, alors c'est là où du coup, ce n'est pas 10, c'est vraiment 15, 16, enfin, etc. C'est-à-dire il a réussi ce qu'on lui demandait. Mais qui est une note plutôt formative hein, par rapport à... Mais c'est là où, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des critères de réussite, mais l'entrée dans élève peut passer par d'autres critères qu'on appelle des critères de réalisation. Alors, il y a 2 questions qui sont posées par Patrick. Je voulais, mais peut-être que votre 3e partie va y répondre en partie. Quelle stratégie au pluriel pour que les élèves accordent moins d'importance à la note? Alors, ça, tout se joue là. Et puis, comment est-ce qu'on combine cette façon de procéder avec la pression du programme? Là, moi, j'avais envie de répondre un peu de façon lapidaire, mais c'est dans le programme, justement, que d'apprendre à l'élève, par exemple, à construire ses connaissances par une auto-évaluation, par une construction de l'autonomie. Vous allez en fait perdre du temps pour en gagner après. C'est un peu ça. C'est-à-dire un peu comme, pour reprendre une image sportive, de l'athlète qui va vouloir sauter au triple saut. Il commence par faire un pas en arrière pour s'élancer. Et en fait, il faut commencer par faire ce pas qui a l'air d'être en arrière ou prendre du temps. Parce qu'après, si vous mettez en place un certain nombre de pratiques telles qu'on vient d'en voir certaines, vous allez gagner du temps sur la suite, au lieu de, par exemple, sans cesse dire dans chaque copie, enfin dans chaque devoir après devoir, attention à la formulation de la question au style indirect, par exemple, dans l'introduction. C'est une façon de... Il faut être prêt à sacrifier un certain temps au départ, mais et surtout si ça se construit en équipe et si ça se construit sur des cycles et si ça se construit dans l'établissement. Et je pense que faire évoluer les pratiques évaluatives, ça ne se fait pas tout seul dans sa classe, justement. Et c'est un peu aussi l'idée de cette communauté, c'est de aussi donner des billes pour que les équipes avancent tout ensemble, effectivement. Parce que, effectivement, si vous êtes le seul dans la vie de l'élève à faire quelque chose de la sorte, alors qu'il aura vécu d'autres pratiques complètement... Enfin, là, vous allez avoir du mal. Mais si tout le monde... Et de fait aussi, c'est ça, pardon, je parle un peu beaucoup, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte de ce que font les collègues et les pratiques des collègues et en fait conscientiser ça. Et tout à l'heure, Monsieur Philibert, vous évoquiez l'idée du portfolio et mais finalement, il faudrait l'étendre au-delà même de la préparation au grand oral et évidemment. le faire tout le temps. Ouais, ouais.
D'ailleurs, par rapport à la question posée, là, effectivement, moi, j'étais sur répondre en 3 points, dont le premier point était le même que le vôtre. C'est-à-dire, si on est juste en terminale, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cycles de 3 ans. Et au fond, l'idée, c'est comment… alors, il ne s'agit pas de mettre la pression sur les profs de seconde, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais la construction des apprentissages, c'est pas quand on arrive à la Pentecôte en terminale que ça se joue, c'est sur les 3 années. Alors, peut-être 3 choses. La première, il faut travailler en équipe et sur 3 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure sur aucun de nous n'a appris à marcher au même moment. Donc, il y a des élèves qui vont maîtriser dès la moitié de la première et d'autres qui auront besoin d'aller jusqu'à la fin de la terminale, mais peu importe. Et c'est là le portfolio est intéressant. La deuxième réponse, c'est le programme. Alors, je sais que je vais me faire taper dessus, mais le programme, pour moi, c'est fait pour puiser et pas pour s'épuiser. C'est-à-dire, je viens là-dessus et je suis très clair, toutes les études faites depuis des années montrent qu'à la fin d'une année scolaire, les meilleurs élèves ont en tête 30% du programme. Et quand on redémarre, on fait comme s'ils en avaient 100%. Mais on sait très bien qu'aucun élève n'a tout le programme. Alors, je sais très bien que dès qu'on parle à un prof, par exemple, d'histoire en terminale, il vous dit, mais moi, je n'ai pas, ou de première, enfin, je veux dire, au moment où il a l'examen, l'idée, c'est, il faut que j'ai tout vu parce qu'il peut tomber sur n'importe quelle question du programme. OK, mais c'était tout à l'heure, Delphine, vous aviez complètement raison, il ne s'agit pas pour moi de faire tout le programme, mais de permettre aux élèves de se l'approprier. Et donc, il y a sans doute des choses que je ne suis pas obligé d'approfondir pour qu'ils soient capables de traiter les questions. Par contre, tout le monde, puis en plus, on fausse le jeu, c'est-à-dire on fait croire, tout le monde parle de « il faut que je fasse tout le programme ». Mais tous les élèves ne sont pas en terminale. Il y a déjà le cycle 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis voilà, avant d'arriver. Et donc, dans les cycles qui ont précédé, il faut vraiment que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il faut qu'un élève sache pour passer dans le cycle au-dessus? Et considérer le programme non pas de façon linéaire, c'est-à-dire je dois faire du début à la fin, mais de façon moléculaire, c'est-à-dire quel est le noyau indispensable que les élèves doivent maîtriser pour être capables de réussir l'examen qu'on leur demande. Mais ceci dit, en même temps, on sait très bien, alors je suis le premier, on sait très bien que les programmes en France sont infaisables dans l'année qui est impartie aux enseignants. C'est une constante. Donc, on ne pourra pas aller au-delà. Mais je veux dire, on ne peut pas massacrer les élèves par des notes sous prétexte que le système les met dans quelque chose qui est impossible. Et j'ai bien aimé l'idée de l'épreuve sportive ou du marathon. Enfin, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Où on pourrait le faire, je le fais souvent sur la musique, pour être capable de jouer la 5e symphonie ou la symphonie pastorale au mois de juin, on ne commence pas au mois de… Enfin, il faut avoir commencé en seconde pour avoir lu la partition, repérer les passages difficiles, s'être approprié, etc., voir instrument par instrument, puis être capable de mettre ensemble, puis voir à quel moment c'est compliqué, passer au contraire très vite là où on n'a pas de difficulté, ainsi de suite. Mais ça suppose plein de répétitions réparties dans le temps. Ce n'est pas au dernier moment qu'on peut y arriver. On ne peut pas dire on va démarrer au mois de septembre pour être capable, aucun orchestre symphonique ne démarre 3 mois avant pour donner un concert. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut répartir dans le temps. Et c'est aussi pour ça que c'est si important et intéressant, et même stratégiquement intéressant, de pas seulement porter soi-même l'évaluation, mais bien aussi
la faire partager aux élèves, c'est-à-dire que ce soit eux qui se rendent compte de ce qu'ils savent faire. Tout à fait. Et ça vous fait gagner du temps, ça assure tout le monde, ça permet même de mettre en réussite. C'est-à-dire que ces évaluations de début d'année, là, elles ne doivent pas chercher les manques, mais bien les points de force. Et c'est ça qui est dommage dans les évaluations nationales qui sont un peu données, c'est que c'est un peu comme ça que ça marche. Or, il faudrait, au contraire, on s'en fiche si tu ne sais toujours pas accorder le participe passé avec un verbe pronominal. En revanche, si tu as compris 2-3 choses à la poésie, enfin voilà, c'est ça, parce que parfois on a aussi l'impression d'entrer par la fenêtre sans cesse au lieu d'entrer par la porte. Oui, oui. Et puis on voit bien comment, du coup, dans la fonction même de l'enseignant, tout ce qu'on est en train de se dire ce soir, ça veut dire qu'il faut passer beaucoup moins de temps sur des évaluations sommatives. Il y a plein de profs de lycée qui passent des week-ends entiers, j'en ai fait partie, à corriger des copies. Si vous faites 2 copies à l'heure ou 3 copies à l'heure et que vous avez 30 élèves, le calcul, il est vite fait. Hein. Et donc, voilà, pour peu qu'on ait plusieurs classes, on s'épuise dans une évaluation sommative qui ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire, on en a besoin, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, il vaudrait mieux passer beaucoup moins de temps en évaluation sommative et beaucoup plus de temps à préparer des évaluations formatives, donc beaucoup moins de temps en sommative, beaucoup plus de temps à préparer des évaluations formatives qui aident l'enfant à l'apprentissage et à s'évaluer lui-même. Je suis désolé, hein, je vais prendre une image un peu grotesque, mais quand on arrive à l'hôpital, on ne passe pas des heures et des heures à vous coller un thermomètre dans le derrière pour connaître votre température, on vous soigne. Voilà. Or, les élèves, ils passent leur temps à avoir des thermomètres dans le derrière pour savoir quelle est leur température. Mais purée de purée, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'évaluation formative, c'est-à-dire de se rendre compte de quoi je souffre, de quoi j'ai besoin, est-ce que tel médicament est efficace ou pas, c'est ça qui compte. Et non pas voilà. Je suis désolé, l'image n'est pas très belle. Non, mais justement, elle fait une bonne transition avec la suite, puisqu'il est donc question de mesure, et peut-être que c'était la troisième. Oui, qui était plutôt une conclusion. Alors, on peut faire vite. Hein. J'ai commencé d'abord par des dessins humoristiques, hein, cette espèce de rouge là, etc., hein, et qui montre combien notre système, la preuve, c'est parce que les caricatures en disent toujours long. Hein, vous voyez, rouge, pas de panique, la maîtresse. Et puis ici, fini les notes sur 20 discriminantes. Et puis voilà. Et donc, alors, ce qu'il faut, j'ai pris 3 points de repère. Hein. Le premier, c'est d'abord que vous disposez, je ne fais pas de la publicité pour le travail de Delphine, mais moi, je me suis dit, mais vous disposez, grâce à la MLF, d'outils qui sont incroyables pour vraiment réfléchir à cette question-là et se construire vraiment des outils. Moi, je vois entre le Padlet et puis les vidéos, et effectivement, tout à l'heure, on faisait référence à la vidéo de Marie-Camille Couder, qui illustre parfaitement comment on peut noter, mais que cette notation, elle sert non pas à stresser les élèves ou à leur dire il faut que tu bosses parce que c'est noté, mais elle montre bien comment les élèves sont vraiment dans de l'apprentissage, dans du progrès et sont motivés. Deuxième point de repère, c'est que l'évaluation, ce n'est pas note ou pas note, c'est beaucoup plus complexe que ça et que sans doute un groupe de travail comme le vôtre, mais c'est qu'une invitation, hein, devrait arriver à se construire au fond une sorte de guide des bonnes pratiques de l'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte pour évaluer, pour qu'à la fois on tienne les deux bouts, c'est-à-dire le système nous demande des notes, il faudra qu'on en produise, mais les notes pour les notes n'ont strictement aucun intérêt. Elles ont de l'intérêt si elles ont une utilité. C'est quoi cette utilité et du coup, comment y arriver? Et le travail, je trouve, moi, il ne s'agit pas de la mettre au-dessus de tout,
le travail de Marie-Camille Couder, c'est de dire, on me demande des notes, ok, mais ces notes, elles ne sont pas là pour flinguer les élèves, elles sont là vraiment pour les aider et leur permettre de réussir. Et donc, tant que je n'ai pas réussi à répondre à cette question-là, ça veut dire que je n'ai pas fait le tour de la question, parce qu'elle a réussi à gérer la complexité. C'est-à-dire, je dois mettre des notes, je dois faire des bulletins, je dois rendre compte aux élèves, je dois les pousser derrière pour qu'ils progressent, et je dois leur montrer qu'ils sont capables de progresser et leur donner des défis. Parce que ces élèves, vous avez vu, ils disent, ben voilà, moi je cherche à avoir 12, maintenant que j'ai 12, je cherche à avoir 14, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois changer, etc. C'est-à-dire, les élèves sont véritablement acteurs et co-acteurs avec l'enseignant de l'évaluation. Et puis, troisième point, c'est il faut absolument qu'on accepte d'entendre et qu'on partage avec les parents, parce que souvent les gens disent « Non, mais moi, je ne peux pas changer parce que les parents… » Non, non, mais les parents, on peut les rassurer. Ils sont inquiets, en fait. Les parents, ils veulent des notes parce qu'ils sont inquiets, mais ce n'est pas d'autres raisons que celle-là. Et donc, il y a une conception un peu culturelle des problématiques de l'évaluation. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Une note donne l'illusion d'être juste, et je rappelle que toutes les expériences montrent que c'est faux. Alors, c'est quoi ces expériences? C'est simple, on donne, c'est des sortes de blind tests, on donne à des enseignants une copie, on donne les critères et ils doivent noter. Et on s'aperçoit que sur la même copie, même en mathématiques, les profs arrivent à des choses qui peuvent varier, mais de façon extrême. Allez voir sur Internet, c'est très, très impressionnant. Deuxièmement, beaucoup de moyennes sont faites avec des mélanges d'évaluation, c'est-à-dire les gens font des moyennes avec des carottes, des choux-fleurs et des bagnoles, quoi. Ils additionnent tout, les évaluations formatives, sommatives, on mélange tout, on met des petits coefficients à droite, à gauche, on mélange tout ça dans un mixeur et on sort une moyenne. Mais elle n'est absolument pas représentative d'un élève. Voilà. D'autre part, alors ça c'est beaucoup plus, je vais de plus en plus grave, quel que soit le niveau de la classe, on constate des résultats qui sont inscrits dans une courbe de Gauss. Alors ça c'est très connu en classe prépa, c'est-à-dire vous avez la classe préparatoire, mais même que ce soit à Henri IV ou à Louis le Grand, vous prenez les meilleurs élèves de toute la France, les élèves qui ont toujours eu 19 et 20, vous les mettez dans une classe prépa et au bout de 15 jours, il y a des élèves, ça va de 5 à 15. C'est-à-dire la même courbe que quand ils étaient en classe. Voilà. Après, il y a toute une question, on s'interdit comme enseignant d'avoir des trop bonnes notes. C'est ce que j'ai mis, c'est-à-dire les enseignants, en fait, ils sont payés pour faire réussir les élèves. On leur confie des élèves pour qu'à la fin de l'année, ils aient progressé. Voilà. Et en même temps, les mêmes enseignants s'interdisent de mettre des trop bonnes notes aux élèves parce que sinon, ils vont passer pour des profs démagogues. Alors ça, j'allais dire, quel est le jour où, enfin, on va s'asseoir là-dessus en disant « Ok, je suis un prof démagogue, je vous rappelle quand même que je suis payé pour les faire réussir. » Et ça, c'est quand même, je ne sais pas, imaginez un lycée hôtelier qui disent, nous, quand les élèves sortent, on est content quand il y en a 5 qui ne sont pas foutus de faire du cassoulet ou de la crème brûlée. Non, non. Je rappelle qu'un lycée hôtelier, les élèves qui sortent, leur objectif, c'est que tous les élèves soient capables de réussir les recettes qu'on leur confie. Hein. C'est pas autre chose. Et donc, pourquoi on ne fait pas ça pour la philo, les maths ou l'histoire-géographie? Voilà. Et puis, je rappelle la constante macabre, hein, qui revient d'ailleurs un peu à cette question de la courbe de Gauss, c'est-à-dire l'idée que c'est impossible d'avoir en face de soi que des bons élèves et que donc, si j'ai des trop bonnes notes, on va dire non, 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 mais ce n'est pas possible. Et tout ça, ce sont vraiment des choses qu'il faut absolument qu'on accepte d'entendre, ça s'appelle des paradigmes, hein, et qui empêchent le système d'évoluer.
C'est-à-dire, il faut ma diapo, là, il faut la projeter à des parents d'élèves en disant, ben, vous nous avez confié vos enfants, c'est pour qu'ils réussissent, et donc ne vous attendez pas à ce qu'on on répartisse les élèves pour que surtout votre petit chéri apparaisse dans les meilleurs. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tous puissent réussir. Et puis, en guise de conclusion, je termine par ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire, ça, c'est des choses, tout à l'heure, c'était culturel, ici, c'est une culture, un biais cognitif, c'est un bug de notre cerveau, j'allais dire, dont on est totalement inconscient. Tout à l'heure, j'ai pris tout à l'heure là, ça, j'en suis complètement conscient, il y a des études qui sont faites là-dessus. Là, par contre, c'est inconscient. Et donc, c'est quoi ces biais cognitifs? Je rappelle un biais cognitif, hein, le plus connu, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en général, vous entendez que ce qui est déjà dans votre cerveau au départ. C'est-à-dire, ce qu'on aime bien dans la vie, c'est entendre ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Les réseaux sociaux, par exemple, jouent là-dessus. C'est-à-dire, les gens qui se mettent sur les mêmes réseaux, c'est les gens qui pensent pareil. Donc, bonjour pour le développement de l'esprit critique. Alors, j'en ai pris quelques-uns, ce n'est pas moi, hein, c'est très connu. L'effet de stéréotypie, c'est-à-dire, lorsqu'un élève est bon, on dit voilà, c'est un bon élève, c'est un excellent élève, eh bien, il va être bon dans toutes les disciplines. Moi, j'ai connu ça, par exemple, quand il y avait encore les sections S, ES, etc. Eh bien, quelquefois, les meilleurs élèves en français, on disait ah, mais les meilleurs élèves en français, ils sont en S et pas en L. Voilà. Alors que c'est une section littéraire. C'est-à-dire, ils sont bons, donc ils sont bons partout. Voilà. Et donc, on va être attentif dans les notes par rapport à ça. L'effet de contexte, c'est-à-dire qu'on juge les élèves en fonction du niveau global de la classe. Donc, plus la classe est forte, plus les élèves vont être jugés sévèrement. Et donc, d'ailleurs, quelquefois, ça se dit entre établissements, c'est-à-dire ou entre profs. Vous avez dû tous connaître ça, où on dit « mais un 12 avec Madame Untel, c'est un 17 avec Monsieur Machin. » Voilà. Alors ça, bonjour. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de contexte. Alors, c'est pareil au niveau de toute une classe. Ce que je disais tout à l'heure des classes prépa, où là, j'ai été toute ma vie avec des 19. D'ailleurs, je rappelle que le taux de suicide en classe prépa n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours été un bon élève et d'un seul coup, je me retrouve avec des 6 et des 7. L'effet de correction, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance dans un paquet de copies, eh bien, les notes vont évoluer. C'est-à-dire, si je m'aperçois que toutes les copies sont vraiment pas bonnes, je vais plutôt tendance à monter en me disant purée de purée, si les copies sont pas bonnes, ça veut dire que c'est moi, mais c'est inconscient, hein. Ça veut dire que ce que j'ai proposé est trop compliqué pour les élèves, trop difficile, et donc je vais du coup plutôt essayer d'alléger les notes. Au besoin, d'ailleurs, je vais revenir sur les copies d'avant pour remonter un peu les notes, parce que sinon, personne n'aura la moyenne. L'effet de tendance centrale, c'est-à-dire, c'est la question de la constante macabre, c'est-à-dire, je m'aperçois au fur et à mesure que des copies que je vais avoir une espèce de note moyenne et autour de laquelle je vais m'arranger pour répartir les élèves. Tout ça, c'est inconscient, hein, ce n'est pas voulu. Et puis enfin, l'effet de contamination, c'est-à-dire quand je corrige un élève ou une élève et que je connais, eh bien, je vais être influencé par ses résultats antérieurs. Par exemple, un élève qui fait des fautes d'orthographe, je lui ai fait, ça fait 10 fois que je lui fais la remarque, je vais encore en trouver, et là, je vais être très violent sur le stylo rouge, alors qu'un bon élève qui, d'un seul coup, a laissé passer une faute, eh bien, je vais dire, bon, ah tiens, il a laissé passer une faute, mais c'est vraiment un bon élève, donc ce n'est pas très grave, etc. Et donc, il faut qu'on fasse attention entre des choses qui sont culturelles et des choses qui sont inconscientes et qui sont très connues dans le monde des neurosciences comme étant des types de fonctionnement du cerveau. Voilà, je m'arrêterai bien là. D'ailleurs, je vous trouve bien patient parce qu'on a largement dépassé l'heure par rapport à tout ça. Mais c'est tellement passionnant.
Merci beaucoup, vraiment. Merci. Et moi, j'aurais voulu que vraiment tous les profs de tout le monde, de tous les lycées et les établissements scolaires puissent entendre ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, madame, ça me touche beaucoup. Parce qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on va dire peut intéresser les gens. Ou j'ai toujours l'impression d'enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire de dire, bah, tout ça, on le sait déjà. C'est pour ça que j'appelle de point de repère, c'est-à-dire que pour un groupe de travail comme vous ne pouvez pas tout prendre, mais c'est au contraire de se dire, c'est quoi nos priorités quoi, par rapport à tout ça. Effectivement. Merci. Ben, c'est vrai qu'on a presque envie, on hésite là entre continuer et abuser du temps et se dire, bon, finalement, c'est vrai que là, on a de quoi construire notre réflexion pour les semaines et les mois à venir. Je trouve, enfin, je sais pas, hein, je parle sous contrôle du groupe, mais je trouvais qu'effectivement, il y a à la fois des éléments de compréhension globale et puis des éléments plus concrets, des pistes. Là, on voit bien, vous nous avez donné quelques pistes finalement assez simples, au sens où il ne faut pas 3 ans de recherche et 4 ans d'argumentation pour le mettre en œuvre finalement, continuer et commencer. Ouais. Puis en même temps, c'est pas très... Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas forcément indispensable dans la réponse aux questions. C'est-à-dire que vous êtes sur un chemin, vous rencontrez ce soir Christian Philibert, il dit des choses de son regard à lui, mais au fond, vous, c'est juste une... Enfin, ce que je dis n'est pas tellement important, c'est juste une pierre qui vient ou confirmer justement, ou compléter, ou ouvrir des pistes de recherche, mais vous continuez votre itinéraire. Et donc, dans cet itinéraire-là, c'est juste une toute petite balise, en fait, voilà. Et alors justement, vous en êtes d'accord, je vous ai posé la question auparavant, et c'est ce que je voulais proposer au groupe, là pour le coup en direct, c'était l'idée de vous inviter de nouveau en fin d'année scolaire et de cette fois-ci inverser un peu les rôles et vous montrer des choses que vous auriez pu faire, vous, enseignants dans vos classes, et échanger là-dessus avec Monsieur Philibert, par exemple. Je ne sais pas, un portfolio ou peut-être même vous offrir un gâteau, parce que la métaphore culinaire, quand même, est revenue souvent. Ah oui, ça, Donc, le problème en distanciel, c'est qu'on est quand même drôlement privé de ce côté-là. ouais. Du coup, voilà, ça met un peu de chaleur. Ah oui, les gommettes, ça ne stigmatise pas aussi. Ouais, Oui, c'est vrai. c'était pour dire on peut ne pas mettre des notes, mais c'est pas mieux. Enfin, quand on voit la tête du petit garçon, de la petite fille qui a que des rouges et oranges. Oui, puis quand on voit où on a un orange et on est fixé sur le orange, alors qu'en fait, le orange, là, précisément, désigne juste que c'est le soin de la copie. Bon, c'est pas au même niveau que d'autres compétences plus exigeantes. Ouais. Ah, il y a Sarah qui veut parler, qui a levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole avec le micro. Oui, parce que... Donc oui, premièrement, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je vous remercie Merci. beaucoup. Je pense que ça devrait être intégré dans la formation de tous les enseignants à tous les niveaux. Personnellement, j'ai déjà fait des formations en neurosciences et ça a beaucoup changé ma manière d'enseigner. Il y a un cours en ligne qui s'appelle Apprendre comment apprendre sur Coursera par une université américaine, non, par une université suisse, pardon, je crois que c'est Genève. C'est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, avec le début des compétences, avec les compétences, l'absence de notes à distance, le fait de vouloir évaluer les élèves comme ça, de changer la posture, je pense que c'est indispensable qu'il y ait une formation en neurosciences et sur comment apprendre à apprendre aux élèves, mais vraiment sur des... Pardon, j'ai un chat. Et sur l'idée de peut-être donner une explication aussi un peu scientifique, parce qu'on a toujours un peu les gens qui sont un peu sceptiques, qui se disent ouais, mais enfin, c'est une position, c'est une idée. Non, ce n'est pas une idée, c'est scientifique, c'est prouvé. On peut parler de connexion, on peut parler de neurones, on peut parler de développement de neurones, comment la répétition renforce les connexions neurologiques. Absolument, oui.
Donc, je pense que c'est indispensable qu'il y ait une formation un peu scientifique aussi, très basique, mais quand même scientifique, sur justement le développement des neurones dans le cerveau, avec les différentes méthodes d'apprentissage, qui soient faites au niveau de tous les enseignants. Donc, si la MLF a à sa disposition quelqu'un d'aussi qui est capable vraiment de faire ça, pourquoi ne pas le faire pour tout le monde, en fait, à tous les niveaux, pas que pour l'évaluation, mais pour un changement mais radical de la manière d'enseigner. Alors, je me permets de répondre, Monsieur Philibert, mais la MLF est justement en partenariat avec le laboratoire de Monsieur Philibert, qui est dirigé par Pascal Toscani, qui intervient déjà depuis quelques années maintenant dans nos réseaux. Donc, on est complètement d'accord avec ce que vous dites, Sarah, et on est également d'accord sur le fait qu'il faudrait que ça touche tout le monde tout de suite. Ça, oui. On essaye de le faire de plein de façons, en fait, en faisant par exemple cette communauté sur ce sujet-là. Vous avez les parcours dont je parlais tout à l'heure qui s'appuient aussi sur les neurosciences. Vous avez pas mal de... Voilà, on essaye de croiser pour toucher au fur et à mesure les enseignants et les y sensibiliser. Et vous avez complètement raison, oui. Oui, moi je sais par expérience, le cours que j'ai suivi, apprendre comment apprendre, j'ai appris énormément sur, alors on appelle ça des slots en anglais, les trous, les vides dans la mémoire, comment justement libérer sa mémoire, quel est l'intérêt de faire des listes. Par exemple, pour apprendre un truc, par exemple, quand un élève révise un chapitre, lui proposer de le réviser à la maison, dans sa chambre, dans le jardin, dans le bureau, dans d'autres différents endroits, pour que son cerveau puisse comprendre que cet apprentissage n'est pas lié à ce lieu-là, mais lié à différents lieux. Ça, c'est hyper important pour les profs comme pour les élèves, et je pense qu'on doit vraiment faire une intervention par établissement pour tout le monde, et pas sur la base du volontariat nécessaire comme on fait maintenant, mais vraiment des présences dans les établissements pour dire, bah, aujourd'hui, on fait une formation sur ça, maintenant, vous savez. Parce que ça change complètement la manière de voir les choses, en fait. Et oui. Donc, ouais. D'ailleurs, si je me propose, si je me permets, je vais ajouter quelque chose à ce que Sarah a dit. Depuis que j'ai commencé à suivre les formations de la MLF depuis l'année passée, à cause du confinement, moi, j'ai 65 ans, donc je suis à la retraite, mais je continue à travailler, je continue à enseigner parce que j'aime enseigner, mais j'ai changé, Sarah, ma façon d'enseigner. Exactement. Vraiment. Donc, à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, quand on est devant des méthodes qui nous emballent, on est prêt à changer, à laisser de côté nos anciennes habitudes pour essayer de faire quelque chose de mieux et le meilleur, et de présenter le meilleur pour nos élèves. Et un grand merci pour la MLF. Les élèves sont au courant de ça. Ils en savent des fois plus que nous, même les 6e et les 5e. Donc, on est un peu à la ramasse. Oui, c'est vrai. J'ai fait un cours sur les couleurs la dernière fois avec mes élèves et mes élèves étaient en train de me dire oui mais madame on ne voit pas tous les couleurs de la même manière, oui mais madame on ne perçoit pas. Et donc c'était génial, j'ai parlé du cerveau, du développement du cerveau, de l'entraînement des yeux, on a fait un truc, mais je suis allée sur un trip de neurosciences avec eux, c'était des 6e, c'était extraordinaire et depuis ils ont tout retenu. Et je me rends compte qu'il y a 10 ans je n'ai pas fait ça avec ma première classe de 6e, aujourd'hui je le fais parce que les élèves le demandent, parce qu'ils le savent. Mais moi, j'ai une idée, Sarah, on va vous embaucher sur le forum pédagogique parce qu'il faut que vous partagiez ça. Oui, bien sûr. Oui. Oui, puis avec, du coup, avec des vidéos prises avec les élèves, parce que c'est ça qui est intéressant de voir aussi comment les élèves s'approprient. Oui. Mais on était parti justement avec Pascal pour la MLF au Maroc. Et je me souviens à Agadir, une petite fille de 7 ans, qui me dit, voilà, est-ce que quand on rêve, notre pensée est la même que quand on est éveillé? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense comme on pense quand on dort ou est-ce que c'est une autre forme de pensée? Et là, je me suis dit, ça, c'est une question juste pour le Collège de France, quoi. Pour l'élite de l'élite. Elle a 7 ans et elle se pose des questions de philosophe, mais impressionnant. Enfin, oui, les enfants, eux, ils rentrent là-dedans avec un bonheur